Sangwe, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Après avoir été directrice des opérations de la Banque mondiale dans plusieurs pays, vous faites partie des 100 personnalités les plus influentes du continent. Aujourd'hui, vous êtes à Paris dans le cadre du sommet sur le financement des économies africaines. Alors, est-ce que vous pouvez, avec vos mots, au-delà du discours officiel, nous rappeler l'enjeu de cette rencontre? L'enjeu, il est simple, c'est la reprise des économies africaines et c'est trouver de l'emploi pour nos jeunes. Donc nous pensons évidemment que nous sommes en train de vivre la première récession depuis 25 ans pour les économies africaines. C'est des économies qui, en grande partie, étaient en train de croître. Dans notre partie du monde, je viens d'Addis Abeba, la croissance était autour de 8%. Donc ça veut dire que les jeunes trouvaient de l'emploi. On avait un peu plus de paix aujourd'hui avec ce triple choc que nous avons reçu comme un continent. Donc le choc climatique, évidemment la pandémie Covid et le choc économique. Nous sommes aujourd'hui, je pense, en train de voir tous les gains de croissance d'il y a 10 ans en train de se perdre. Aujourd'hui, nous parlons des vaccins. Je crois que nous avons à peu près 1 milliard de personnes dans le monde qui ont été vaccinées. En Afrique, 20 millions. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est en train de s'en sortir, mais l'Afrique reste un peu dans cette pandémie et il faudrait qu'on trouve des solutions. Mais donc, vous qui parlez avec ces chefs d'État, quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées dans tout cela? En fait, les chefs d'État sont occupés, ils sont préoccupés, ils cherchent des solutions pour l'emploi surtout de la jeunesse africaine. Avant la crise, on avait besoin de créer 13 millions d'emplois par an. Aujourd'hui, nous serons peut-être à l'entour de 16 à 18 millions d'emplois. Il faut retrouver ces emplois. Il faut changer nos économies, il faut transformer. Et voilà un peu, je pense, la problématique que gèrent tous nos chefs d'État. Est-ce que ce New Deal proposé par le président français Emmanuel Macron convainc les chefs d'État africains? Ce nouveau deal, pour l'instant une proposition évidemment, doit peut-être se travailler un peu plus avec les chefs d'État africains pour qu'elles puissent vraiment s'inscrire dans une logique de nouveauté. Mais je pense qui parle de nouveauté parle peut-être un peu de transformation, un peu de changement qualitatif et quantitatif, de la manière dont nous faisons les choses, de l'appréciation des besoins de cette jeune Afrique qui aujourd'hui a, je pense, des besoins très différents. Et quels sont ces besoins? Elles ont besoin d'indépendance, besoin de transformation, besoin de vivre dans un ère de la technologie des informations qui aujourd'hui, si nous voyons sur le continent, avec 17% d'accès aux technologies de l'information, nous ne sommes pas encore arrivés à avoir cet épanouissement qui doit être possible, je pense, sur notre continent aujourd'hui. Alors, de manière plus générale, il se trouve que le ratio d'endettement pour l'Afrique francophone varie autour de 44%. Pour toute l'Afrique, il va de 35 à 50%. Pourtant, en 2020, la France avait un taux d'endettement public de 120% du PIB, l'Allemagne 76%. Pourquoi parle-t-on toujours de l'annulation de la dette africaine et pas des autres? Il y a trois problématiques. Première problématique, c'est le taux de revenu interne, la possibilité et la capacité de mobiliser les ressources internes. Aujourd'hui, le taux de fiscalité en France est assez élevé et le taux de revenu, je pense, est aux alentours de 34% du PIB. En Afrique, c'est à 17%. Donc la question n'est pas nécessairement le taux d'endettement, mais c'est la capacité de rembourser le taux d'intérêt sur la dette. Si nous prenons un pays comme le Nigeria, par exemple, son taux d'endettement, c'est 20%. Par contre, elle dépense presque 45% de ses revenus pour payer la dette. Et cette année-ci, c'est monté à 60%. Si vous dépensez 60% sur l'intérêt sur la dette, vous n'avez presque rien qui vous reste pour payer les salaires et encore plus investir. Donc, au fait, il y a, je pense, quand nous parlons un peu de la dette, nous ne parlons pas seulement de chiffres de la dette, mais nous parlons de cette capacité de rembourser le service sur la dette. Deuxième chose, évidemment, nous n'avons pas des banques centrales fortes.
Donc nos économies ne sont pas adossées sur des monnaies fortes et des banques centrales à fortes. Nous parlons peut-être du sud de l'Europe qui aujourd'hui, je pense, a des taux d'endettement beaucoup plus élevés, mais qui peut être tout de suite sauvé par la Banque centrale européenne avec des émissions et des droits de tirage. Comment garantir que le circuit de l'argent va directement aux populations, aux petites et moyennes entreprises? Comment se passe ce circuit? C'est très difficile de parler du taux de revenu fiscal si nous ne rendons pas cette économie informelle formelle. Donc il faut nécessairement rendre l'économie formelle. Première chose, nous avons vu au Kenya, pendant la crise, le Kenya a mis en place un système de paiement par télémobile qui a rendu 10 fois plus facile les paiements de salaire, les paiements de bourses familiales et toute autre subvention sociale qu'ils ont mis en place. Donc il faudrait le faire. C'est pour ça que la digitalisation devient, je crois, prima facie, la chose, après peut-être l'énergie, la plus importante sur le continent. Une fois que nous pouvons faire circuler l'argent beaucoup plus vite, ça crée un peu plus de valeur et nous avons une économie un peu plus transparente et beaucoup plus dynamique. Sur les questions économiques, justement, Paris semble vouloir se positionner. En attendant, la Chine est le premier créancier de l'Afrique. Vous qui connaissez bien ces différents chefs d'État africains, est-ce que c'est une situation qui convient aux chefs d'État africains? Écoute, aujourd'hui, l'exposition des pays africains sur le marché eurobond européen, américain, c'est à peu près 150 milliards. L'exposition de l'Afrique en Chine, c'est à peu près 150 milliards. Donc l'Afrique aujourd'hui, je pense, est en train de diversifier ses créanciers. C'est quelque chose qui est bien. Je pense que nous avons besoin d'une certaine compétitivité pour revoir un peu les normes du jeu. Évidemment, cette compétitivité, qui dit compétitivité, dit transparence. Et donc, je ne pense pas que la question, c'est est-ce que une créancier est plus favorable que l'autre. C'est quels sont les termes, quelles sont les conditions. Mais est-ce que le fait de dépendre des autres États ne nuit pas à la crédibilité de l'Afrique et voire plus loin à sa capacité de prendre? Non, mais l'accès au marché, le taux d'endettement n'est pas le problème, c'est l'utilisation de ces ressources qui sont mobilisées. Si vous mobilisez les ressources que vous utilisez pour créer l'énergie, les routes, les transports, les services qui sont rentables, endettez-vous s'il vous plaît, endettez-vous vite. Mais si vous utilisez cet endettement opaque d'abord pour peut-être de consommation courante, évidemment vous n'aurez pas suffisamment de ressources pour rembourser le prêt. Et c'est là où se trouve le problème, c'est l'opacité et l'utilisation. Est-ce qu'il y a un pays pour lequel vous êtes un peu plus optimiste après cette année de crise sanitaire? Vous le disiez en début d'interview, l'Afrique vivra sa première récession en 25 ans. Écoute, au début de la crise, on pensait que toute l'Afrique devait être en crise, tout le monde attendait les défauts successifs. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Donc, est-ce qu'il y a un pays? Non, je suis beaucoup plus optimiste pour le continent. Je pense que tous les pays, d'une façon ou d'une autre, ont montré une certaine résilience, ont montré leur capacité de gérer un peu ces problèmes. Je pense qu'en Afrique, on a trouvé pas mal de choses. Le commerce, évidemment, nous avons célébré le 1er janvier 2020 le lancement de la zone de libre-échange économique continentale africaine. Alors, nul ne savait que 3 mois plus tard, on aurait eu le Covid qui effectivement fermait les frontières. J'espère qu'en 2022, nous allons voir que en regardant les chiffres, le taux de commerce intra-africain va augmenter. Vera Sangwe, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie.